bonsoir à tous et merci de votre invitation. Je pense que, alors j'ignorais, je ne connaissais pas votre think tank avant votre sollicitation, donc je découvre en vous écoutant que vous n'êtes pas, vous êtes jeune, mais pas si jeune que ça. Et je pense que c'est essentiel de pouvoir prendre le temps de se poser, de se projeter et de faire des propositions. C'est votre, c'est l'essence même des think tanks et donc c'est ce que vous faites au quotidien depuis 2 ans. Et dans la période qu'on vit, c'est encore plus nécessaire. Alors, sur les questions économiques et le rôle de la réponse européenne face à la crise. Alors, sans doute que je ne vais pas tenir les 30 minutes. Je pense que je suis plutôt dans l'approche de faire un point d'introduction et puis qu'ensuite, on soit plutôt dans l'interaction. Et n'hésitez pas à me couper aussi pendant mon propos liminaire. Vraiment, il n'y a aucun problème. Alors, où on en est dans la réponse européenne face à la crise du coronavirus. Cette crise, elle est inédite. Sans doute qu'on n'a pas connu une crise avec une telle violence d'un point de vue économique et social depuis les années 30. Et on a commencé par une crise sanitaire qui est devenue une crise économique et qui aura nécessairement, si on n'y apporte pas des réponses rapides et suffisantes, qui deviendra nécessairement une crise sociale et une crise démocratique. C'est bien la raison pour laquelle il faut absolument qu'on ait une réponse à la hauteur des enjeux et à la hauteur de la gravité de la crise. Si on met tout bout à bout depuis le début de la crise, il y a beaucoup d'argent qui a été mis sur la table. C'est plus de 3 000 milliards d'euros qui ont été débloqués, tout confondu, plans nationaux et réponses européennes. Donc, c'est des sommes vraiment importantes, mais qui sont nécessaires parce que les dernières analyses de la Commission ont fait état d'une évaluation du chute du PIB de 7,5% pour 2020. Globalement, les évaluations s'élèvent sont dans une fourchette entre 7 à 12, 13, voire 15% du PIB en termes de chute. Donc, c'est une récession grave qui est en cours, à laquelle il faut apporter des réponses, en plus de la réponse sanitaire. On a beaucoup attaqué l'Union européenne au début de la crise sur le volet sanitaire, puis sur le volet économique, en disant que fait l'Europe, elle n'est pas là, etc. On l'a attaqué à tort, parce que la réalité, c'est que l'Europe n'a pas de compétences en matière de santé. Et donc, sur ce sujet-là, comme parfois sur d'autres, certains ont été très prompts à dire « mais que fait l'Europe? Elle ne fait rien, elle ne sert à rien », alors même que l'Europe n'est que ce que les États, les chefs d'État et de gouvernement ont bien voulu en faire depuis sa création. Les réponses, elles ont été... Après la sidération, il y a eu un temps de sidération qu'on a tous connu, à titre personnel, à titre individuel comme à titre collectif. Et après ce temps de sidération, des réponses ont été mises en œuvre, notamment à la demande, à l'initiative du président Macron. Les premières réunions des ministres de la Santé et de l'Intérieur ont été organisées. Il y a eu de la coordination à l'échelle de l'Union européenne. Et une fois que la demande a été formellement formulée, la Commission européenne a enclenché des réponses qui, à mon sens, ont été à la hauteur, même si aujourd'hui elles sont insuffisantes. Mais les coordinations, il y a différents dispositifs qui ont été mis en œuvre, à la fois sur le volet sanitaire et sur le volet économique. Sur le volet, quelques exemples sur le volet sanitaire et puis d'accompagnement des Européens. Il y a différents dispositifs qui ont été mis en œuvre, notamment le rapatriement d'Européens qui étaient bloqués à l'étranger. Il y a eu des initiatives lancées par la Commission pour stocker du matériel médical. Il y a eu l'extension des délais pour les projets dans le domaine de la santé. Il y a eu un panel de scientifiques qui a été créé, constitué, aggloméré pour aider la Commission à prendre des bonnes décisions avec demain peut-être la création d'une task force R&D contre le coronavirus. Donc ça, ce sont des exemples d'actions mises en œuvre par la Commission sur le plan sanitaire. Et puis, il y a eu, on l'a tous constaté, une fermeture des frontières extérieures de l'espace Schengen pour limiter la propagation du coronavirus. Parallèlement ou un peu après, la Commission a déjà adopté des mesures en matière de mobilité et de transport pour garantir que les biens et les services essentiels, tels que les denrées alimentaires, puissent librement circuler au sein du marché intérieur. Ça, ce sont les réponses sur le volet plutôt
sanitaire et marché intérieur. Sur les réponses strictement budgétaires, la réponse, il faut le dire, a été massive. Elle a été rapide, beaucoup plus qu'elle ne l'a été au moment de la crise de 2008. Et il y a différents outils qui ont été exploités, en allant du budget européen, en passant par la Banque européenne d'investissement, le mécanisme européen de stabilité, la Banque centrale européenne également. S'agissant du budget européen, un exemple, l'initiative coronavirus, c'est-à-dire 37 milliards d'euros de fonds de cohésion qui ont été redirigés de manière tout à fait souple, avec beaucoup de flexibilité, pour permettre aux régions d'utiliser ces fonds qui normalement n'étaient pas destinés spécifiquement évidemment à la crise puisqu'on était dans une mesure d'urgence, pour répondre, pour accompagner les territoires dans la recherche de médicaments, dans l'accompagnement des entreprises, etc. L'idée, le maître mot, c'était flexibilité et marge de manœuvre laissée au territoire. Cette mesure, elle n'était, à certains égards, elle était insatisfaisante, mais c'était déjà un premier pas au début de la crise. Pourquoi elle était insatisfaisante, cette mesure? C'est que, en fait, ça ne permettait pas de flécher l'argent vers les régions qui étaient les plus touchées par la crise sanitaire. Mais néanmoins, c'est une mesure qui avait le mérite d'exister et qui est arrivée très vite au début de la crise. La Commission a aussi proposé, et ça a été validé par les ministres des Finances et puis par les chefs d'État et de gouvernement, elle a proposé un mécanisme SURE, un instrument qui fournira 100 milliards d'euros de prêts sur la base de garanties fournies par les États aux pays qui en ont besoin pour que les travailleurs perçoivent un revenu et que les entreprises ne licencient pas. Donc ça, c'est essentiel pour pouvoir reprendre le plus vite possible une fois que les mesures de confinement seront levées. La Banque européenne d'investissement a mis en place un fonds de garantie pan-européen de 25 milliards d'euros qui permettra de mobiliser 200 milliards d'euros, et le mécanisme européen de stabilité à l'échelle de la zone euro, là encore. Donc c'est en tout et pour tout à peu près 500 milliards d'euros qui ont déjà été mis sur la table à l'échelle de l'Union européenne, des institutions de l'Union européenne. Et aussi, je n'ai pas évoqué, on en parlera peut-être tout à l'heure, le programme de rachat d'actifs des secteurs publics et privés par la Banque centrale européenne à hauteur de 750 milliards d'euros. Donc voilà, beaucoup de mesures de soutien sous forme de prêts ont été annoncées. Et aujourd'hui, ce qu'il reste à faire, il reste beaucoup à faire, mais vraiment le message qu'on doit envoyer, à mon sens, c'est celui de la solidarité et de l'intégration de cette nécessité de solidarité. Il faut aller plus loin dans cette exigence-là parce qu'on a besoin de subventions, parce que les pays qui bénéficiaient de prêts sont déjà lourdement endettés, parce que si cette crise, elle est symétrique, c'est-à-dire que tous les États membres, c'est pas une question de morale là, tous les États membres, c'est pas une question non plus d'avoir bien ou mal géré ses finances publiques, tous les États membres sont confrontés à la crise. Néanmoins, il y a des conséquences qui sont asymétriques. Asymétriques parce qu'on sait par exemple que pour l'Allemagne est le pays qui a le plus mis en œuvre le plus utilisé les dispositifs assouplissant les aides d'État, par exemple. Parce que l'Allemagne fait partie de ces États membres qui ont les reins suffisamment solides pour accompagner leurs entreprises. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de l'Italie ou de l'Espagne, qui sont très durement touchés par la crise sanitaire et qui, en plus, ont des difficultés, ont moins de facilité à dégager de l'argent et à accompagner leurs entreprises. C'est la grande étape qu'on attend et sur laquelle on s'est mobilisé au Parlement européen. C'est cette étape de la solidarité. C'est l'idée d'avancer vraiment dans l'intégration du projet européen. Cette crise, ça fait 20 ans, peut-être 30, qu'on n'a plus de projet européen. C'était le sens d'ailleurs de la conférence pour l'avenir de l'Union. Et cette crise, elle est déterminante. Ça fait 20 ans qu'on est au milieu du gué, sans savoir si il faut qu'on avance ou qu'on recule. Là, je pense que vraiment, cette crise, c'est qui tout double. Soit on avance et on fait un bond en avant conséquent à la hauteur de la gravité de la situation, soit on recule et c'est l'explosion totale avec toutes les conséquences dévastatrices que ça peut avoir. Les deux options sont possibles, parce qu'on a vu des réactions très diverses, parfois étonnantes, de certains chefs d'État et de gouvernement dans certains États membres sur l'idée d'avancer dans la solidarité.
Nous, ce qu'on a décidé de faire au Parlement européen, et c'est le jeu, entre guillemets, de toutes les négociations et à l'échelle des institutions européennes. Donc, il y a 3 acteurs, 3 institutions, la Commission, le Conseil et le Parlement européen. On attend que la Commission fasse une proposition ambitieuse sur la relance, puisque là, on en est à ne plus répondre à l'urgence en tant que telle, mais prévoir la relance qui doit être mise en œuvre dans les prochains mois pour pouvoir à la fois relancer, accompagner nos économies, les rendre plus résilientes et vraiment transformer nos modèles notamment en matière de transition numérique et de transition écologique. Et ce plan de relance qu'on a appelé de nos voeux assez tôt au Parlement européen, la Commission s'est engagée à en proposer un. La semaine dernière, on a travaillé à une résolution avec les 5 principaux groupes politiques au Parlement européen, le PPE, les SND, Renew, les Verts et l'ECR, avec l'idée d'envoyer un message fort à la Commission européenne en disant on est dans une crise qui peut avoir des conséquences dévastatrices. On est dans un momentum pour le projet européen. Il faut absolument avoir une réponse à la hauteur de la situation. Et la réponse, c'est ce qui a suscité beaucoup de tensions ces dernières semaines, ces derniers jours, c'est l'emprunt commun, la dette commune. Permettre à la Commission européenne, à l'Union européenne, d'aller sur le marché et de contracter un emprunt. Et ça, c'est inédit. Et ça, il y a encore quelques jours ou quelques semaines, c'était vraiment tabou chez certains responsables politiques. Et on voit que ça commence à évoluer. Il y a une prise de conscience parfois rapide, parfois plus lente chez certains. Et ce marqueur de cette prise de conscience et de cette évolution, je pense que c'est vraiment la position d'Angela Merkel qui a, je dirais, c'est sans doute plus ancien que ça, mais en 10 jours, qui a fait un revirement complet, une avancée vraiment dans sa position en faveur du projet européen, parce que il y a moins de 2 semaines, il y avait assez peu d'ambiguïté sur le fait que l'Allemagne ne pourrait pas soutenir le principe de l'émission de dette commune. Hier, la proposition franco-allemande mise sur la table pour le plan de relance parle clairement d'une dette commune. Ça, c'est inédit. Et je pense que Angela Merkel fait un pas en avant. Alors, elle est en on le dit depuis des mois et des années presque, elle est en fin de carrière, c'est vrai. Et peut-être qu'elle est un peu plus libre par rapport à son opinion publique et à certains leaders chez elle. Mais c'est un marqueur fondamental et j'espère que ce sera décisif dans la poursuite du projet européen. Ce que nous, députés européens, nous avons proposé dans notre résolution la semaine dernière et que nous allons continuer à défendre auprès de la Commission et du Conseil, c'est le principe de l'émission de dette commune, un fonds de relance qui serait dirigé vers les secteurs les plus touchés, qui permettrait de transformer notre économie sur le volet digital, sur le volet climatique, qui permettrait de rapatrier des industries stratégiques. Par exemple, ce fonds qui serait doté, qu'on a voté la semaine dernière, c'est 2000 milliards, avec une part essentielle de subventions, c'est-à-dire que là encore, il faut qu'on aille plus loin dans la solidarité, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on est passé beaucoup par des prêts, maintenant il faut jouer la solidarité à fond et passer par le budget pour assurer des financements directs, parce que le budget européen, c'est l'instrument de solidarité le plus largement admis par les différents États membres. Et puis ce qu'on propose, et ça c'est aussi inédit, on propose aux chefs d'État et de gouvernement et à la Commission de dire, bon très bien, on est dans un moment critique, il faut apporter une réponse à la hauteur, et nous, Parlement européen, ça fait des années qu'on se bat pour introduire ce qu'on appelle de nouvelles ressources propres. Les nouvelles ressources propres, c'est des recettes qui appartiennent en propre à l'Union européenne, et c'est d'ailleurs ce qui a présidé au moment de la construction de l'Union européenne. Initialement, l'Union européenne était essentiellement financée par des ressources propres, les droits de douane par exemple.
Aujourd'hui, et puis de manière en complément, il y avait les contributions directes des États membres. Aujourd'hui, la logique est totalement inversée. Il y a 80% du budget européen qui est financé par les États membres et 20% par les nouvelles ressources propres. Ce qu'on dit depuis des années au Parlement européen, c'est qu'il faut revenir à la logique initiale, créer de nouvelles ressources propres qui appartenaient en propre à l'Union européenne, par exemple la taxe sur le digital, par exemple le mécanisme d'inclusion carbone, par exemple la taxe sur les transactions financières, la taxe plastique, etc., qui permettrait non seulement d'avoir une incitation sur les comportements, de faire payer les gros pollueurs, de faire payer les géants du numérique qui bénéficient largement des conditions, qui bénéficient de conditions favorables, et puis de faire payer les multinationales qui bénéficient du marché intérieur sans y contribuer. Donc, il y aurait cet effet vertueux. Et puis, l'idée, c'est de dire, on introduit les nouvelles ressources propres et on réduit les contributions des États membres. Pourquoi c'est un élément important, et ça c'est une position historique du Parlement européen de longue date, c'est parce que même les États les plus pro-européens, les chefs d'État et de gouvernement les plus pro-européens, il y a un moment où la logique, elle est que on regarde ce qu'on met au pot commun et on regarde ce qu'on retire, ce qu'on reçoit du pot commun. Et cette logique, elle a un effet pervers qui est évident, et donc il faut en sortir. D'où l'introduction des nouvelles ressources propres. Et je refais le lien avec le plan de relance. Ça, c'est une position de longue date du Parlement européen. Mais là, ce qu'on a proposé la semaine dernière, c'est de dire, parce que c'est un sujet très sensible au sein du Conseil, l'introduction de nouvelles ressources propres, il y a beaucoup d'États membres qui sont défavorables. Ce qu'on propose aux États membres, c'est de dire, on gèle les contributions, vous ne paierez pas davantage, vous ne mettrez pas davantage au pot commun, mais en contrepartie, on crée de nouvelles ressources propres qui permettront de financer le prêt, le capital ou les intérêts du prêt. Donc ça, c'est vraiment inédit, et c'est l'un des points importants de la résolution qu'on a adoptée la semaine dernière. Maintenant, donc l'Allemagne et la France ont fait une proposition commune hier. Nous attendons la proposition de la Commission la semaine prochaine, et les négociations vont aller bon train, sachant que, et j'en termine là, l'idée pour le plan de relance, c'est de l'adopter le plus vite possible, évidemment, mais que se chevauchent, puisque les deux sont liés, les négociations sur ce qu'on appelle le cadre financier pluriannuel, c'est-à-dire le budget pluriannuel pour les années 2021-2027. Et de fait, avec la relance et le fait de faire transiter les fonds, le fonds de relance par le budget européen, renforce encore les liens entre les deux. Et pour nous, c'est important, députés européens, et d'ailleurs, on a fait passer le message que le fonds de relance ne devait pas être un mécanisme intergouvernemental que les chefs d'État et de gouvernement géreraient entre eux. Non, il faut une réponse européenne, et il faut avancer dans l'intégration du projet européen. Les jours qui arrivent vont être décisifs. Il faut une réponse à la hauteur de la crise, et il y aura aussi un moment démocratique fort qui va arriver dans les prochains mois, qui a d'ailleurs été rappelé par la proposition, le papier de l'Allemagne et de la France et la conférence pour l'avenir de l'Europe, qui va être aussi un moment décisif pour solliciter, interpeller les citoyens européens sur l'Europe qu'ils veulent, l'Europe qu'ils souhaitent qu'on construise. Je pense vraiment il faut saisir cette opportunité de la crise, qui peut être dévastatrice, mais qui peut être aussi l'occasion d'un bond en avant énorme dans la construction du projet européen. Et pour nous, je pense que c'est votre cas aussi, qui sommes des Européens convaincus, mais exigeants, il faudra saisir à la fois cette crise, en tirer les enseignements, et saisir l'opportunité de la conférence sur l'avenir de l'Union pour avancer dans le projet européen. Et je trouve que le fait qu'on ait une imbrication entre les négociations sur le cadre financier pluriannuel pour les années 2021-2027, la conférence pour l'avenir de l'Europe et cette crise qui peut avoir des conséquences dramatiques, je pense que tout ça, ça peut être un bon cocktail pour avancer vraiment et dans le projet européen. Voilà. Merci beaucoup pour cette intervention vraiment passionnante. On va passer aux questions. J'ai déjà quelques questions là qui sont arrivées. Ce qu'on va faire, c'est que alors normalement, on va pas être coupé
pour cette visio-là. Au cas où, si la conférence, là, si la rencontre se coupe, il va falloir simplement se reconnecter en cliquant sur le lien, mais normalement, là, ça ne devrait pas couper. Mais je préfère le dire. Alors, on a déjà plusieurs questions, donc ce que je vous propose, c'est que soit je lis les questions, j'ai les questions sous les yeux des gens qui les ont posées, soit je lis les questions qui ont été posées en direct, soit sinon je donne la parole, je vais donner la parole aux gens. Donc là, on a une première question de Agathe Moser. Donc je ne sais pas si elle est là. Si Agathe, si tu peux débloquer ton micro à la limite pour poser. Voilà, on t'entend. Oui, vous m'entendez? Ouais, très bien. Je voulais juste vous demander, donc moi je suis assez jeune, enfin je suis plus jeune que Andreas qui a organisé cette petite conférence, mais d'un point de vue, voilà, d'un point de vue comme ça, est-ce que vous pensez que l'Union européenne a été vraiment exemplaire et a vraiment bien géré la situation, bien géré cette crise, pas que économique mais aussi sanitaire jusqu'à aujourd'hui? Alors, Agathe, je pense que la réponse n'a pas été, et la réponse et la gestion n'ont pas été parfaites, c'est évident. La réalité, c'est quand même que personne n'était prêt, aucun État, aucune institution, aucun gouvernement n'était préparé à une telle crise. Il y a eu des erreurs manifestes, majeures au tout début de la crise. Des messages politiques aussi envoyés qui ont été dramatiques. Je pense notamment à une tribune de Ursula von der Leyen au tout début de la crise qu'elle a diffusée en Italie, au moment où l'Italie était frappée de plein fouet par la crise sanitaire, où la présidente élue parlait uniquement de Green Deal et de transition numérique. Ça fait partie des priorités du mandat et ça fait encore partie de nos priorités, évidemment. Mais elle-même s'est excusée, elle a présenté ses excuses au peuple italien. Elle a reconnu qu'il y avait un décalage entre la réalité de la gravité de la situation et de ce que vivaient les Italiens et la réponse européenne. Moi, je crois aussi que, alors, personne n'était préparé. Deux, on accuse l'Union européenne de ce qu'elle ne peut pas faire, de ne pas faire ce qu'elle ne peut pas faire parce que les chefs d'État et de gouvernement ne lui ont pas donné les compétences en la matière. Au moment du traité de Lisbonne, si ma mémoire est bonne, la question de la compétence santé, qui serait une compétence européenne, avait été évoquée. Ça a été tranché, les chefs d'État et de gouvernement à l'époque avaient décidé qu'il n'y aurait pas de compétence santé. Néanmoins, il faut en tirer les enseignements. Maintenant, il y a un appel à de la coordination et sur le volet économique, là encore, je le redis, personne n'était préparé. Si on compare la réponse aujourd'hui à celle qui a été faite au lendemain de la crise financière, on est sur des sommes records adoptées dans un temps record. Je pense que essentiellement, il y a eu un grave déficit, deux graves déficits de communication. On a entendu beaucoup parler du matériel, de l'équipement des équipements que les Chinois ont envoyés en Italie. On n'a pas dit qu'une grande partie de ces équipements ne pouvaient pas être utilisés, étaient défectueux. On n'a pas dit qu'au total, l'aide apportée à l'ensemble des Italiens a été bien supérieure, l'aide de l'Europe a été bien supérieure à celle de la Chine, etc., etc. Je ne dis pas que tout n'a pas été, que tout a été parfait, loin s'en faut, mais à la fois donc quelques failles, évidemment, qu'il faut reconnaître. Et puis, un déficit de communication. C'est toujours plus facile d'attaquer que de saluer aussi les initiatives. Mais beaucoup reste à faire et je pense qu'il faudra tirer les enseignements de cette séquence, c'est évident. Alors, on a une question ensuite de Lucille Buquet. Lucille, je ne te vois pas là, mais si, Lucille, ici, si tu veux prendre la parole pour activer ton micro, sinon voilà. Alors bonjour, je me demandais que pensez-vous de l'ultimatum qui a été adressé à la Banque centrale européenne par les juges allemands sur le rachat de la dette, s'il vous plaît. Cet épisode, je trouve, il s'est passé en 10 jours beaucoup de choses. Cet épisode, il est extrêmement intéressant parce que d'abord, ça pose une question de primauté du droit
du droit communautaire sur les droits nationaux. Et très clairement, les juges ont... Alors, on peut considérer que chacun est dans son rôle. C'est-à-dire que les juges allemands se sont positionnés sur une base nationale. Chacun protège son terrain, entre guillemets. Moi, ce que j'ai trouvé extrêmement... La première réaction, ça a été de l'inquiétude. On a vu d'ailleurs, je crois que les marchés ont réagi assez négativement, et à raison, parce que ça remettait potentiellement, cette décision, elle remet en cause le nouveau programme de rachat mis en œuvre par la Banque Centrale Européenne. Et donc, de fait, la participation de l'Allemagne au dispositif et tout le mécanisme, toutes les premières réponses en matière de prêts qui ont été apportées à la crise. Donc, très mauvais signal envoyé au marché et envoyé aux autres États membres. D'un point de vue économique et d'un point de vue politique. Mais ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est qu'après cette décision, il y a eu une réponse assez rapide de la présidente de la Commission européenne, sans ambiguïté, sur le fait que la Banque Centrale Européenne est une institution indépendante et que cette décision n'a pas lieu d'être, la décision de Karlsruhe n'a pas lieu d'être, et qu'elle ne remet absolument pas en cause les décisions qui ont été prises ces dernières semaines au niveau européen. Et puis, ce que je trouve encore plus intéressant, c'est les déclarations d'Angela Merkel. Parce qu'elle aurait pu, on sait qu'elle a des pressions par son opinion publique, elle subit aussi des pressions par certains leaders politiques. On sait que l'AfD, l'extrême droite allemande notamment, est un risque et que ses prises de position politiques ne sont pas facilitées par ce risque cette crainte de donner du grain à moudre aux extrêmes. Et elle a fait un choix politique très fort la semaine dernière, en fin de semaine dernière, en s'exprimant devant le Bundestag, en disant en clair qu'elle privilégiait ou qu'il fallait avancer dans la construction européenne, qu'il fallait suivre les pas de Delors et qu'il fallait faire un pas nouveau. Donc je pense qu'en fait, si on parle de l'histoire qui bégait, cette décision de Karlsruhe, elle aura été décisive parce que peut-être elle a obligé Angela Merkel à sortir du bout et à prendre une position extrêmement pro-européenne. Et ça, c'est très positif, in fine. Merci beaucoup. Alors, on a une question de Hugo-Louis Leclerc aussi, que je ne vois toujours pas. Hugo-Louis, si tu veux poser ta question, voilà, super. Voilà, bonjour Madame la députée. Alors justement, c'est une question encore en rapport avec l'Allemagne, ça va faire un peu redondant, mais alors justement à Génération d'Avenir, on a un programme de réflexion franco-allemand. Et alors moi, la question que je voulais vous poser, vous en avez parlé longuement parce que je pense que c'est un signal important pour l'Europe. Qu'est-ce que vous pensez de la place du couple franco-allemand, justement dans cette capacité à faire avancer l'Europe, non pas simplement dans la dimension qu'ils ont entre entre la France et l'Allemagne, mais justement d'être un moteur pour l'Europe pour les 27 en fait. Je pense que, alors, on compte tous beaucoup sur le couple franco-allemand. Et ce que je vois quand je discute avec mes collègues des 25 autres États membres, c'est que c'est pas parce qu'on est français ou parce qu'on est allemand qu'on considère que le couple franco-allemand est important. Il y a une vraie attente. Parce que, alors je dirais aujourd'hui plus encore, aujourd'hui parce que l'Allemagne est la locomotive européenne d'un point de vue économique. Il y a aussi, je caricature, hein, mais c'est à peu près ça, s'agissant de l'Allemagne, la locomotive économique. Et puis, en partenaire, il y a la France, avec un président qui a été élu sur un projet européen très fort, avec une vraie attente que moi je constate quand je discute avec mes collègues des autres pays, une vraie attente sur le projet européen et le leadership de Macron sur la scène internationale et sur la scène européenne. Donc il y a cette attente, cette construction du couple franco-allemand, au-delà du fantasme qu'il peut y avoir, parce que là encore, on peut considérer certains peuvent considérer que tant qu'il n'y a pas d'accord entre la France et l'Allemagne, on ne peut pas avancer. Néanmoins, on a vu aussi qu'on pouvait avancer sans accord formel entre l'Allemagne et la France, et puis il y a des divergences aussi. Mais ce qui est révélateur, c'est qu'effectivement,
L'Allemagne depuis quelques semaines ou quelques mois, n'est plus formellement partie prenante du groupe des frugaux. Les frugaux, c'est l'Autriche, les Pays-Bas, la Suède, le Danemark. Et puis, parfois, il y a l'Allemagne, parfois, elle n'y est plus. Il y a eu plusieurs prises plusieurs positions publiques des frugaux ces derniers mois en amont des négociations sur le budget pluriannuel pour exprimer une position assez forte et assez raide sur le fait que le budget de l'Union, très bien, mais pas plus de 1% du PIB, et voilà. L'Allemagne a ce rôle. La France et l'Allemagne ont chacun un rôle dans ces postures et dans ces positions dans les négociations. L'Allemagne, elle est souvent l'intermédiaire avec les frugaux. La France est souvent l'intermédiaire avec les amis de la cohésion. Et ça, c'est des réalités des négociations qui sont extrêmement importantes. Je parlais de fantasme tout à l'heure, s'agissant du couple franco-allemand. Il y a quelques mois ou quelques semaines maintenant, je suis un peu déphasée, quand le président de la République a signé une lettre, c'était avant la crise, c'était juste avant le sommet qui a précédé la crise et au cours duquel les chefs d'État et de gouvernement se rencontraient pour la première fois pour vraiment débattre du cadre financier pluriannuel, du budget 2021-2027. Emmanuel Macron a co-signé une lettre demandant un budget ambitieux. Il a co-signé une lettre sans que l'Allemagne ne soit elle-même co-signataire. Ça, c'est un élément aussi marqueur parce que la plupart du temps, effectivement, il y avait ce souci d'abord de travailler sur une position commune franco-allemande. Et puis chacun aussi, c'est le fruit de l'histoire, et chacun a ses contraintes aussi nationales. Ce que je constate, c'est que le couple franco-allemand n'a sans doute jamais été autant nécessaire que dans la crise qu'on vit. L'initiative d'hier, elle est fondamentale parce que sans une confiance, sans un pas en avant de la part d'Angela Merkel et sans une confluence très fine et un dialogue permanent entre Merkel et Macron, ce résultat n'aurait pas été possible. Le résultat, c'est pas terminé, parce que les négociations, on m'a posé la question tout à l'heure, les négociations sont pas terminées. Le Parlement européen a demandé plus encore. D'autres États membres ont réagi à l'initiative d'hier, notamment les frugaux, en disant que cette position était inadmissible et que, le montant était trop élevé, et deux, il fallait certainement pas passer par des subventions, mais par des prêts. Donc, voilà, j'ai envie de dire, le couple franco-allemand renaît à la faveur d'une Angela Merkel qui a été peut-être mise au pied du mur par la décision de Karlsruhe, du tribunal de Karlsruhe, par une opinion publique extrêmement divisée, et puis un président Macron qui a toujours mis l'Europe au cœur de ses priorités. Et là encore, je disais tout à l'heure l'Europe était au milieu du gué. Aujourd'hui, on est à qui tout double. Donc, ça suppose de faire sauter un certain nombre de dogmes et de tabous. Et je pense vraiment qu'Angela Merkel a fait un grand pas en avant, et c'est tout à son mérite et tout à son honneur. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question à vous poser pour revenir un petit peu sur ce que vous disiez tout à l'heure sur les fonds de relance, et vous parliez de l'action de la BCE. Alors, c'est une question qui est un petit peu plus orientée économique, mais je vais la garder large. Est-ce que finalement, dans cette crise, la marge de manœuvre de la BCE n'est pas limitée finalement dans ce mouvement de relance généralisé, puisqu'on voit que déjà avant même la crise, il y avait eu le quantitative easing qui avait été mis en place par Mario Draghi, donc on était déjà dans une situation entre guillemets d'exception de laquelle on n'arrivait pas à sortir, où on était à deux droits de risquer la trappe à liquidité, etc. Est-ce que finalement la BCE va pas montrer ses limites au sein de ces crises vis-à-vis justement d'institutions européennes qui vont pouvoir se renouveler et remontrer leur efficacité? C'est le cas du Parlement européen, je pense que ça va être le cas d'autres institutions aussi. La réalité, c'est quand même que, de toutes les institutions européennes, la Banque centrale européenne a réagi très vite et la plus vite. Et le paradoxe, c'est peut-être que
cette Banque centrale européenne qui n'est pas démocratique, parce qu'elle n'est pas composée de membres démocratiquement élus, c'est peut-être elle qui a fait le plus de politique. Là où, par exemple, moi, à titre personnel, en tant que députée européenne, j'ai été jusqu'à présent assez déçue par la présidente de la Commission européenne qui est arrivée, qui a été élue l'année dernière, l'été dernier, avec un programme très ambitieux, mais sans volonté, a priori. Elle avait une opportunité en proposant un budget révisé, puisque le budget sur lequel on négocie, c'est celui qui a été préparé sous l'ère Juncker. Et von der Leyen n'a pas saisi cette opportunité en disant elle aurait pu arriver avec un projet ambitieux et dire voilà, moi j'ai telle et telle priorité, notamment le Green Deal, la digitalisation, et pour cette raison-là, je vous fais une nouvelle proposition de budget. Elle ne l'a pas fait, elle n'a pas saisi cette perche qu'elle aurait pu faire, mais bon, là, elle a l'opportunité de répondre à une situation de crise et de se révéler. Le rôle de la BCE, c'est toute la difficulté aussi de la zone euro. On a une monnaie, on n'a pas de gouvernement, on n'a pas de budget. Et là encore, sur un sujet comme celui-là, on n'est pas allé jusqu'au bout de la logique. On a privilégié l'union économique, ce qui est évidemment positif, ce qui a des avantages. Mais les chefs d'État et de gouvernement n'ont pas voulu avancer sur l'union politique. Et ça, pour moi, c'est le principal défaut, c'est la principale faille. Et on voit bien à la faveur de cette crise que la réponse économique, elle est nécessaire. La réponse de la BCE, elle est nécessaire, même si elle n'est pas satisfaisante, elle n'est pas suffisante. C'est bien la raison pour laquelle il faut un plan de relance qui serait ancré, embarqué dans le budget européen. Là encore, je vous ai parlé de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Ce sera un moment décisif pour tout remettre à plat, les institutions européennes, voir quelles sont les compétences respectives, qui fait quoi et quelle marge de manœuvre on leur laisse pour aller vraiment au plus loin dans la construction européenne et dans le projet politique. Merci beaucoup. Du coup, la question d'après qui m'est arrivée, elle revient justement sur la question du fonds de relance et elle s'inscrit dans un travail aussi de GEDA qu'on avait fait sur l'impact investing. Vous disiez que ce fonds de relance, il va pouvoir servir à redéfinir quels sont les secteurs dans lesquels on va vouloir aussi à long terme investir d'un point de vue politique. Est-ce que ce fonds de relance-là, il va pouvoir servir concrètement et effectivement pour d'autres secteurs que simplement le secteur de la santé, le secteur environnemental, les ESS, etc. Et pour aller encore plus loin, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une coordination possible avec les acteurs privés où on va pouvoir avoir une forme de double impact investing institutionnel et du secteur privé? L'idéal, c'est qu'on ait une coordination totale. Il y a différents chantiers qui ont été identifiés, mais après, il va falloir que ça se décline, qu'on ait les déclinaisons concrètes. Il y a la santé, il y a la digitalisation, il y a la transition écologique. Et puis, il y a de manière générale tout ce qui contribuera à assurer ou à créer la résilience du bloc européen et à investir dans les industries stratégiques. Donc, une fois qu'on a dit ça, comment ça se traduit concrètement, comment ça se décline à l'échelle des États membres et à l'échelle de l'Union européenne? Parce qu'il y a tout un ensemble. Pour moi, il y a deux niveaux. Il y a tous les biens publics européens qu'il faut encore identifier, même si le travail a déjà un peu été fait. Quelles infrastructures, par exemple, européennes, on met en œuvre et on construit collectivement. Et puis, il y a les déclinaisons dans chacun des États membres qui nécessiteront un peu plus c'est le principe même de la construction européenne avec la confiance dans les acteurs du territoire, le principe de subsidiarité aussi, par lequel on laissera plus de marge de manœuvre au territoire. Donc pour moi, il y a vraiment deux leviers et en tout cas deux vecteurs qui sont différents mais complémentaires.
les grandes infrastructures qu'on va identifier, les biens publics européens qu'on identifie à l'échelle de l'Union européenne et dans lesquels on investit collectivement. Et puis après, les déclinaisons plus concrètes à l'échelle des territoires, en fonction des besoins des territoires aussi. Donc ça, c'est du pragmatisme et ça devrait être discuté dans les prochaines, une fois que le principe du fonds de relance et des modalités, les grandes modalités seront actées, il faudra discuter en lien avec les acteurs sur le territoire sur comment quels acteurs spécifiques on touche, comment c'est toute la mécanique qui se pose d'ailleurs pour les fonds européens aujourd'hui dans le cadre du budget. Comment on fait pour que tout ce qu'on vote chaque année, ça arrive vraiment dans les territoires et ce soit vraiment utilisé. Et en lien, dans la proposition qu'on a faite, nous, au Parlement européen, on a envisagé 3 conditionnalités pour bénéficier des fonds issus de la relance, ce qu'on a appelé des tests. Le test de l'état de droit, le test des accords de Paris compatibles, du Green Deal, et le test de l'équité fiscale. Ça peut être des éléments, ça doit être des éléments à prendre en compte dans la dimension redistributive dans la répartition des fonds, parce que ça fait partie des valeurs fondamentales de l'Union européenne et ça fait partie, donc pour l'état de droit, ça relève des valeurs fondamentales de l'Union européenne. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en Hongrie ou en Pologne, je pense que c'est extrêmement important qu'on envoie un signal très clair sur le fait que on ne bénéficie pas, ou les autocrates en place ne bénéficient pas pour eux-mêmes et pour leurs amis politiques de fonds européens. Et puis en lien avec les grands chantiers qui se posent pour l'Union européenne, la digitalisation, le Green Deal et le principe de l'équité fiscale qui rejoint la question des nouvelles ressources propres, ça doit être des éléments à prendre en compte dans le versement des fonds. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si j'ai d'autres questions. Je crois que ouais, si j'ai une question de Théodore, il me semble, que je vois passer là. Théodore Michel. Oui, bonjour Madame la députée. J'avais une question. Comment, avec l'historique un peu économique de l'UE, par exemple, avec la limitation des déficits, etc., comment l'Europe va-t-elle modifier sa philosophie dans ce domaine à l'avenir? Quand je parlais de tabous tout à l'heure, ça fait partie des tabous qui ont sauté très très tôt dans la réponse à la crise. La Commission européenne a suspendu très tôt les règles en matière les règles du pacte de stabilité et de croissance. Elle a accordé davantage de flexibilité dans les règles sur les aides d'État. Et oui, la question se pose, surtout dans le contexte dans lequel on est, de la cohérence et de la viabilité et de la pertinence des règles du pacte de stabilité et de croissance. Moi, je voudrais pas avoir une position tranchée aujourd'hui. Je pense que c'est un sujet qu'il faudra soulever et débattre dans les prochains mois. Aujourd'hui, les règles sont suspendues. Je pense qu'elles le seront pour un certain temps encore, compte tenu de la difficulté et de la gravité de la situation. Mais avant même la crise, il était question justement de remettre en cause la pertinence de ce chiffre de 3% du déficit public vraiment, je pense que toutes les options doivent être mises sur la table et que de la même manière que certains tabous sont levés à la faveur de cette crise, celui-ci pourrait être utilement reconsidéré. Ah non, je n'avais pas coupé mon micro, pardon. Alors, j'ai une question de Léandre, je crois. J'ai vu passer la question. Est-ce que Léandre, tu nous entends? Oui, vous m'entendez? Super. Ouais. Bonjour Madame la députée, j'ai une petite question. Est-ce que vous avez l'impression, en ce moment, avec la crise qu'on traverse, d'être dans un mandat qui sera différent d'un mandat classique d'une autre législature, d'être dans un moment qui marque l'Europe et l'aboutissement de sa construction?
Alors en fait, quand j'ai été élue l'année dernière, j'avais déjà le sentiment d'être dans un mandat particulier. Parce que j'ai la chance de négocier le budget pour le cadre financier pluriannuel pour 2021-2027, en arrivant à un moment où donc j'arrive en début de mandat, je suis négociatrice sur le budget, à un moment où la donne a changé, où le Parlement est largement remanié et où j'ai une opportunité exceptionnelle parce que le budget européen, il est négocié tous les 7 ans. Et par exemple, mes collègues qui ont été élus sur le mandat précédent, donc 2014-2019, ils ont subi le cadre financier pluriannuel qui a été négocié en 2012-2013, le cadre financier qui court sur la période 2014-2020. Donc déjà en soi, le fait d'arriver au Parlement européen en ayant la capacité de négocier un budget pluriannuel, c'est-à-dire la vision qu'on porte pour le projet européen sur les 7 prochaines années, déjà en soi, c'était une opportunité et une occasion de changer la donne. Et puis, il y a cette crise qui arrive. Et là encore, on verra, on en reparlera dans quelques semaines, quelques mois ou quelques années. Je pense qu'il faudra qu'on tire les enseignements et surtout le côté positif de cette crise. J'espère, je pense, que ça va accélérer la construction européenne. Que là où il y avait encore des tabous, parce que des tabous par principe, des dogmes, qu'un certain nombre sautaient, on le voit, que certains États membres qui étaient, pour des raisons nationales et historiques qui peuvent se comprendre dans leurs opinions publiques, mais certains États membres ne veulent pas aller plus loin dans le projet européen. Je pense que pour beaucoup, ils sont au pied du mur aujourd'hui et qui n'auront pas d'autre choix que d'avancer dans le projet européen, non pas parce qu'ils y sont contraints, mais parce que c'est une évidence qu'il y a un certain nombre de challenges, de défis qui se posent qu'on ne pourra pas relever seuls, nous, Français. C'est une illusion de croire que être souverain n'est possible qu'à l'intérieur des frontières françaises. Au contraire, retrouver notre souveraineté, c'est la construire à l'échelle de l'Union européenne. Donc, je ne parlerai pas d'alignement des planètes, mais je pense qu'on est dans un moment historique, grâce ou à cause de cette crise, qui nous permettra d'avancer. Et ça, c'est une chance extraordinaire. Et puis, on est arrivé, nous, la liste Renaissance, avec un mandat fort et une feuille de route très claire l'année dernière. Tout ce qu'on constate aujourd'hui, ça ne fait que confirmer, que conforter ce qu'on a porté à l'époque. Aujourd'hui, si je dois retenir 2 maîtres mots dans la réponse à la crise, c'est souveraineté et solidarité. Tout à l'heure, je vous parlais de tabou. La souveraineté, c'est la première fois ces derniers jours qu'il y a un document officiel qui fait l'objet d'un accord des 27 États membres qui mentionne le terme de souveraineté. C'était un truc très français, hein. L'idée de souveraineté, etc., de souveraineté industrielle, alimentaire, etc. C'était un truc très français. D'autres États membres le partageaient cet objectif, mais il était décrié, contesté par certains autres. Aujourd'hui, l'Allemagne, les Pays-Bas ne remettent plus en cause cet impératif de travailler à la souveraineté européenne. Donc ça, premier vrai tabou, première avancée qui a été faite ces dernières semaines. Maintenant, il faut mettre en œuvre la solidarité. Donc oui, on est dans un momentum. À la fois, c'est une chance et en même temps, ça nous oblige tous, députés européens et responsables politiques que nous sommes. Merci beaucoup. C'est bien, il nous reste 7 minutes. On va pouvoir conclure avec une question de politique un petit peu plus générale. Et puis, vous aurez peut-être un petit mot de conclusion pour les participants de cette visioconf. Une dernière question peut-être sur l'avenir de la vision des Français et de leur relation à l'Union européenne. Vous en avez déjà parlé plutôt pas mal pendant cette heure, mais une question qui arrive où, au moment des élections européennes, on a senti que la corde de l'Europe
se tendait de plus en plus dans la relation des Français avec l'Union européenne. Est-ce que cette crise, c'est pas aussi un danger pour la communication de l'Union européenne vis-à-vis des Français? Et si oui, quelles sont les solutions, pas forcément économiques ou budgétaires, mais aussi plus politiques, plus liées à la citoyenneté pour faire en sorte que cette crise soit peut-être pas une des dernières crises de la France dans l'Union européenne? Alors là, c'est tragique, etc., la manière de le dire comme ça, et j'espère que ça n'arrivera pas, mais comment, en tout cas, dans cette période qui est difficile, où on pointe encore du doigt l'Union européenne pour des questions de santé, où finalement elle n'a pas vraiment de compétences, on peut essayer de préserver cette image-là? Oui, tout à l'heure je disais que ce serait qui tout double. Il y a un vrai risque. Il y a un vrai risque de délitement. Il y a un vrai risque de Frexit, même si aujourd'hui, après les évolutions sur le Brexit, les partis tenants du Frexit sont beaucoup moins vocaux sur le sujet. Mais d'abord, les Français n'ont pas ou trop peu la culture européenne. Quand on passe de l'autre côté du Rhin, par exemple, l'Europe est beaucoup plus facilement présente. Moi, je suis aussi élue locale. Je vois bien que l'approche des territoires sur ce que fait l'Europe pour les territoires, elle est totalement différente et elle n'est pas valorisée de la même manière selon qu'on est en France, dans une région française, ou qu'on est dans un land en Allemagne. Donc ça, on a un problème culturel, nous, Français, je pense, en termes de conception et de valorisation du projet communautaire. Une fois qu'on a dit ça, et qu'on a rappelé que en France, notamment, c'est toujours plus facile, même si je dois reconnaître que je l'entends beaucoup moins ces dernières années, je veux dire, mais c'est toujours plus facile pour les responsables politiques de dire, pour certains responsables politiques, de dire alors ça, non, c'est pas notre responsabilité, c'est la faute de l'Europe, parce que l'Europe, elle est désincarnée, elle semble loin. Or, et c'est ce que je m'échine à dire dans le cadre de mon mandat de députée européenne quand je rencontre des gens sur le terrain, c'est l'Europe, elle est très présente dans les territoires. Par différents aspects. Souvent, c'est de la monnaie sonnante et trébuchante, mais moi, je suis dans un département rural. Il y a des infrastructures, notamment en termes de mobilité, qui ont été financées par des fonds européens. Il y a le Fonds social européen qui accompagne la formation des demandeurs du RSA, qui est assumée par le département. Et ça, c'est des fonds européens. Il y a un réseau de chaleur qui est financé par des fonds européens dans une petite commune de la Mayenne, et il y a aussi plusieurs centaines de millions d'euros d'aides PAC qui sont distribués aux agriculteurs. Donc ça, c'est des éléments très concrets qu'il faut rappeler parce qu'on a tendance à l'oublier. C'est des acquis et puis on valorise pas que c'est de l'argent de l'Union européenne. Et donc, c'est de l'investissement de l'Union européenne. Après, oui, au-delà de la dimension économique, budgétaire et financière, il faut construire cette culture et cette citoyenneté européenne. À mon sens, c'est l'un des grands chantiers qui reste à faire, en plus du chantier politique, dans les prochains mois. L'Europe politique, l'Europe n'est pas un acquis. On a tendance à penser à tort qu'elle est dans le paysage politique depuis des années et qu'on ne reviendra pas en arrière. Sauf que c'est possible de revenir en arrière. On a vu que les Britanniques, dans des conditions particulières, ont décidé de revenir en arrière. Et les dernières semaines, les derniers jours qu'on a vécu, nous font la démonstration qu'une explosion de la zone euro et de l'Union européenne ne relève pas de la science-fiction. Donc, c'est possible. Et il y a un vrai risque. Et pour ça, il faut créer ou recréer une adhésion au projet européen. Et ça, je pense, là encore, j'en ai parlé déjà, mais il y a un moment démocratique fort qui va arriver, c'est la conférence sur l'avenir de l'Union. Elle devait commencer au mois de mai, mais Covid oblige, elle est reportée. Mais ce sera un moment démocratique très fort pour permettre aux citoyens européens, aux acteurs dans les territoires, de se réapproprier le projet européen et de dessiner les grandes lignes de ce que doit être le projet européen, le projet politique au service des Européens. Et ça, à mon avis, c'est vraiment, c'est d'ailleurs, ça a été porté par le président Macron, c'est vraiment un moment fort dans la vie démocratique européenne et que nous tous, on devra saisir, vous, avec vos responsabilités
personnelle. Et puis, moi, j'en parle déjà autour de moi. Je pense que chacun, on a notre voix. Il faut qu'on exprime notre voix pour porter ce projet européen. Merci. Alors, j'ai une dernière question qui vient d'arriver, qui peut-être, si vous avez, si vous avez accepté qu'on déborde de 3-4 minutes, à la limite, une question de Pierre-Louis qui a justement contribué à l'organisation. Je reviendrai dessus pour conclure. Pierre-Louis, si tu veux prendre la parole, à la limite, si tu nous entends, si tu peux. Oui, vous avez parlé notamment peut-être des moyens pour contribuer économiquement à bâtir un peu plus économiquement l'UE. Est-ce que justement cette crise peut nous permettre justement, notamment sur certains aspects, par exemple la convergence fiscale? Je sais que c'est un sujet assez récurrent et là ça va devenir encore peut-être plus problématique parce que certains États vont être obligés d'augmenter leurs impôts plus par rapport à d'autres. Donc est-ce que ce sera peut-être quelque chose qu'on peut développer, enfin, qu'il faut développer? Ouais. Ça, c'est effectivement essentiel. Dans la liste des ressources propres qu'on défend au Parlement européen, il y a la taxe sur le digital, il y a le mécanisme d'inclusion carbone, il y a la taxe plastique, etc. Et puis, il y a l'assiette commune consolidée sur l'impôt des sociétés. Et ça, alors, c'est de très loin la ressource propre sur laquelle il y a les discussions sont enlisées depuis des mois et des années sur ce sujet-là. Parce que c'est l'une des ressources propres les plus problématiques pour certains États membres, et on sait que, en tout cas, il y a la volonté d'avancer à l'unanimité, même s'il y a des coopérations renforcées qui pourraient être envisagées en matière de ressources propres. Mais l'assiette commune consolidée sur l'impôt des sociétés, c'est l'idée de dire, on passe en deux étapes. On harmonise. On harmonise les taux d'imposition sur les sociétés à l'échelle des 27. Et puis, deuxième étape, on récupère une part de cet impôt qu'on reverserait au budget, qu'on reverserait au budget de l'Union européenne. Ça, ce serait une révolution fondamentale. Mais il y a encore des freins très forts de la part de certains États membres qu'on identifie assez facilement, hein, l'Irlande, les Pays-Bas, etc. Et puis, donc, il y a encore des leviers, des freins très forts, parce que vous parlez de convergence fiscale, mais il y a aussi la convergence sociale qui va être un point fondamental dans la construction du projet européen. Aujourd'hui, on est à 27 avec des économies interdépendantes, mais diverses. Et on sait bien que les enjeux à l'est de l'Europe ne sont pas les mêmes qu'à l'ouest de l'Europe. C'est la raison pour laquelle nous, on avait pendant la campagne appelé à un salaire minimum à l'échelle de l'Union européenne. Ça fait partie des chantiers qui doivent être mis sur la table, qui feront l'objet encore de beaucoup de tensions, mais c'est le principe des négociations. Alors, je ne suis pas certaine que sur ce sujet-là, même si je l'aimerais, sur le sujet de la convergence fiscale, je ne suis pas certaine qu'on fera un bond en avant là, dans les prochains jours, mais le métier est sur la table et ça fait partie des positions fortes du Parlement européen. Ce que je constate depuis que je suis élue, c'est que dans la bulle européenne, le fait de créer le rapport de force est essentiel pour avancer sur certains sujets, sur les ressources propres et sur la convergence fiscale, la convergence sociale. Ça fait partie des sujets extrêmement tendus, mais je le dis souvent, pour moi, le Parlement européen doit être l'empêcheur de tourner en rond du Conseil. On sait qu'au Conseil, il y a certains États membres qui bloquent un certain nombre de discussions du fait de la règle de l'unanimité. Nous, Parlement européen, il faut qu'on soit ambitieux, courageux, parfois pour la Commission, parfois pour les chefs d'État et de gouvernement, qui n'arrivent pas à trouver un terrain d'accord ou qui sont, à chaque fois, quand ils arrivent à la table des négociations, dans une logique et une vision nationale. Très clairement, sur les questions budgétaires, par exemple, le message qu'on renvoie à la Commission et au Conseil, c'est il n'y a pas 27 acteurs autour de la table des négociations, il y en a 28, parce que le Parlement européen, in fine, c'est lui qui vote le budget, et sans accord du Parlement européen, on ne peut pas avancer. Et dans la balance et dans les négociations, la position du Parlement européen est très claire. Nous ne donnerons pas notre accord sur le budget sans avancer sur les ressources propres. Merci beaucoup. Écoutez, 3 minutes de dépassement à peine. Donc on a terminé. Moi, j'ai plus de questions là qui viennent sur le tableau que j'ai sous les yeux. Donc si vous voulez à la limite conclure par un petit mot général. Et puis moi,
j'en profiterai pour remercier tout le monde après. Voilà. Ok. Non, simplement vous remercier. C'était un échange sympathique et d'ailleurs, je vous invite je nous invite à le renouveler autant que nécessaire selon l'actualité sur les questions européennes. Je pense que le plus on a d'échanges, et c'est aussi comme ça que je vois mon rôle de députée européenne, d'expliquer ce qu'on fait, d'interagir, quand vous m'interrogez sur certains sujets, quand vous me faites part de vos remarques, c'est aussi une manière pour moi de bien identifier certains points qui peuvent faire l'objet ou qui nécessitent davantage de communication, ou surtout d'avancer encore parce que vous êtes un think tank. Je trouve que le travail que vous faites, même si je ne vous connaissais pas, il est formidable, il est essentiel. Quand on est élu, souvent, je le constate plus encore aujourd'hui, on a la tête dans le guidon. Et c'est difficile de prendre le recul. Et ce que vous faites avec vos travaux, c'est essentiel, je pense, pour permettre au grand public et pour permettre aux responsables politiques de prendre le recul et de contribuer à avoir une vision pour la suite. Donc, heureuse d'avoir fait votre connaissance et j'espère qu'on aura d'autres occasions d'échanger. Ben, merci beaucoup, c'était un plaisir pour nous aussi de vous recevoir et de toute façon on n'hésitera pas à vous reposer des questions et de réorganiser ces visioconf quand ça sera possible et puis si possible vous remettre à la fin aussi l'ensemble des travaux. Ça serait bien, ça nous montrera aussi qu'on peut sortir Oui. et aller ailleurs qu'au bout de la rue. Je vais simplement terminer en remerciant un petit peu 2-3 personnes de l'équipe qui ont contribué à organiser cette visioconf. D'abord Théodore et Pierre-Louis des relations publiques, donc avec qui vous avez été en relation, qui vous ont contacté. Caro aussi de la com qui s'est chargée un petit peu de l'organisation interne pour permettre de prévenir tout le monde. Et puis Andreas Bonnet, non pas moi, mais l'autre Andreas de cette conversation, qui nous a pris des notes et qui nous permettra aussi de publier derrière une synthèse de ces rencontres-là. Je termine en reprenant, en ne pouvant que souscrire au message de Caro qui vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. Je suis obligé de le dire, je le dis sous la pression, donc Facebook, Twitter, Instagram, vous pouvez regarder. Ça vaut, bon, tout le monde connaît un petit peu là, mais c'est quand même bien de le dire. Et puis, pour annoncer la prochaine rencontre qu'on va faire la semaine prochaine avec votre collègue, Madame Hayet, on va rencontrer Madame Sicurel pour parler d'éducation. Dans le cadre, dans la continuité du dernier rapport qu'on avait fait sur la mixité sociale et puis pour faire un pont justement avec les difficultés que l'éducation nationale et que l'enseignement peuvent rencontrer aujourd'hui. Donc voilà à tous, on vous communiquera la date exacte pour la semaine prochaine assez rapidement. C'est Caro et le reste de l'équipe qui reviendront vers vous pour ça. Donc voilà, je termine en vous remerciant tous et puis en vous disant de vous porter pour le mieux et puis à très bientôt. Voilà, encore merci Madame Hayet pour ces Merci à échanges vous. passionnants. Avec plaisir. Au revoir.